Du coup, messieurs, on va commencer par l'actu sport mécanique qui s'est passé cette semaine, donc la semaine juste avant le Grand Prix de Bakou et pendant aussi le week-end, sachant qu'il n'y avait pas eu d'épisode dessiné de la F1 depuis 3-4 semaines, parce qu'il n'y avait pas eu Ouais, 4 pas eu semaines, de ouais. F1. Mm. Et du coup, il y a eu plein de trucs qui sont passés, on va pas faire l'état des lieux de tout ça, mais on va parler des dernières actus. Tout d'abord, le WRC. On adore le WRC, on adore le rallye en général. Et en fait, il y a une bataille au sommet entre les trois teams Toyota, avec Ogier, Evans et Rovanperä, où là, ça envoie du gros pâté en termes de vitesse d'accélération, en termes de vitesse de pointe dans le sable. Et là, il y avait le rallye de Croatie, qui s'est déroulé du coup ce week-end. Et ça a donné une belle bataille entre ces trois-là, et avec aussi Tanak qui rejoint aussi, mais un peu plus loin. Et du coup, c'est Evans qui a gagné devant Tanak, Lappi, Rovanperä et Ogier. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà sur domination de Toyota, mais ça on y reviendra, je pense, notamment en WEC, en endurance, mais c'est quand même la marque à suivre en ce moment. Les petites Toyota. Et là, c'est une Toyota Yaris. Bon, c'est pas la Toyota Yaris qu'on voit tous les jours, hein. On vous rassure, parce que sinon, ça voudrait dire que tout le monde pourrait faire du rallye. Mais le principe en rallye, pour le rappeler pour nos auditeurs, en fait, c'est que vous devez avoir une voiture de série qui doit être produite à X exemplaires pour pouvoir aligner cette voiture-là en rallye avec une préparation compétition, etc. Et là, il y a les trois, comme je vous le disais, les teams principales sont Toyota, avec Ogier, Evans et Rovanperä. Est-ce que vous suivez un peu le rallye? Est-ce que vous avez regardé un peu ce qui s'est passé en Croatie ou quoi qu'est-ce, messieurs? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout suivi. Pas du Pourtant, tout suivi. Mais on est habitué à voir Ogier en haut. Cette fois-ci, c'était Evans. Mais pas du tout. Tu es plutôt l'expert là-dessus. Comme on le disait, c'est déjà assez compliqué de le suivre parce que vous avez 25 ou 27 spéciales à suivre, donc ça fait 25 ou 27 courses. C'est limite un peu l'endurance sur tout un week-end, mais ce qui est cool, c'est vraiment déjà les différents types de surface. Mais là, en fait, contrairement à ce qui se passait les différentes années, c'est que là, on a une belle bataille entre trois pilotes qui sont aussi dans des âges assez différents. Donc c'est ça qui est assez cool à suivre. Rovanperä, c'est la future star du rallye. Evans, c'est un peu au milieu. Et Ogier, c'est vraiment à l'ancienne, le digne successeur de Sébastien Loeb. Mais c'est celui qui représente le mieux de l'ancienne génération. Et ce qu'il faut dire, c'est que Ogier, lui, il s'aligne sur certaines courses. Et que là, en fait, il a fait premier à Monte Carlo, il a fait premier au Mexique et 5e en Croatie, mais il s'était pas aligné sur le Grand Prix, sur le rallye de Suède. Donc c'est assez fou furieux qu'il soit premier du classement alors qu'il s'est pas aligné sur toutes les courses. Trop fort. C'est la fierté française en rallye quand même. Hein. C'est des bonnes fiertés. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas encore le retour d'une vraie écurie, quoi. Enfin, d'une vraie team. Tu vois, à l'époque, il y avait quand même Citroën, il y a eu Peugeot, mais là, c'est domination Toyota, Hyundai et Ford, quoi. C'est ça qui est dommage. Voilà pour la partie plutôt WRC. Maintenant, sur la partie plus IndyCar, donc tout ce qui concerne, on va dire plutôt le mastodonte américain, si on peut l'appeler comme ça. Donc c'était en Alabama, il me semble, ouais. Et du coup, c'est McLaughlin qui a gagné, malgré la domination de toute la course de Romain Grosjean, qui a fait quand même une super course et qui ne gagne toujours pas. Bon, on va pas lui porter la poisse, mais on espère qu'il va gagner quand même au moins une course. Si vous avez regardé un petit peu ce qui s'est passé en Alabama, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Grand Prix d'IndyCar? Il y a quand même une belle domination, comme tu l'as dit, de Grosjean. Et malgré au début le fait qu'il soit vraiment assez proche de Palou, et c'était Howard
dès les premiers virages et les premiers tours où on sentait qu'ils se bataillaient. Et à la fin, malheureusement, voilà, des petites erreurs qui lui ont coûté sa P2. Hein. Mais c'était quand même assez impressionnant de voir la domination que lui et son coéquipier avaient par rapport à tous les autres pilotes, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est quand même aussi un circuit assez atypique. J'aimerais pas du tout être pilote sur ce circuit, avec toutes les élévations qu'il y a, vraiment au niveau du ventre, ça doit être complètement affreux. Plus le fait qu'il y ait quelqu'un qui peut te faire l'intérieur à tout moment, et c'est vraiment limite. T'as pas de barrière de sécurité, c'est vraiment, j'ai envie de dire, tu tends la pelouse, quoi, si tu sors à l'Alabama. Et vraiment, un peu triste que Grosjean n'ait pas eu sa victoire. J'ai l'impression qu'il fait un petit peu une Hülkenberg dans le monde de la F1. Donc, pas mal de podiums, mais jamais de victoire. Mais le jour viendra. Ce sera la grande victoire de Grosjean. Je pense dans pas longtemps. Parce que là, il nous fait quand même deux beaux enchaînements de P2 sur les 2 dernières courses. Là, bon, on dit jamais 203, mais pourquoi pas, quoi. Bon, après, à rappeler qu'il est dans une team qui a aussi les yeux sur la F1. Hein. Andretti. Les deux, ouais. Donc voilà. Donc, c'est bon espoir pour le. Tu es en train de quoi, d'insinuer un petit retour de Grosjean en Formule 1 Non, je pense pas. Je pense qu'il est vraiment fait pour l'IndyCar. Quand tu vois les batailles qu'il a menées là, la gestion des pneus, parce que vraiment les pneus, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment différent entre l'IndyCar et la F1. Mais là, il y a le truc vraiment qui est différent, c'est aussi le fameux push to pass, où du coup on a 200 secondes de push to pass sur le nombre de tours à faire. Et en fait, c'est une gestion en secondes où du coup on peut appuyer sur un bouton et ça nous donne un petit gain de puissance pour notamment dépasser quelqu'un. Et je trouve que Romain Grosjean, pour un rookie dans cette catégorie-là, il a une très bonne gestion du push-to-pass et aussi des pneus. Après, ce qui lui manque, en fait, des fois, c'est la chance. Mais on le voit hier, il a fait... la stratégie. Et la stratégie, voilà. Hier, c'est la stratégie qui manquait. Ouais, exactement. Comme tu dis, Yo-Yo, t'as des trucs à rajouter, toi, sur Romain Grosjean, sa gestion en IndyCar ou sur d'autres compétiteurs? Alors, je trouve qu'il y a une bonne gestion. Après, il y a quelques semaines de ça, on en parlait déjà. Les gens trouvaient que c'était assez un bourrin, etc. Donc, je pense qu'hier, il y a des moments où il n'osait pas vraiment y aller. On voit que quand il passe deuxième après l'arrêt au stand, il dit son push to pass, mais il y a plein d'endroits où il peut se dire j'y vais. Et il se rebute à ça, même si son dépassement est un petit peu kamikaze, mais il hésite quand même. Ça se voit qu'il y a encore du travail psychologique à faire de ce côté-là. C'est vrai qu'il a un peu touché. Sinon, comme tu disais, c'est très important, comme tu dis, la gestion des pneus en IndyCar qui est pas même qu'en F1. En sachant qu'hier, on était plus sur une stratégie à 3 arrêts plutôt que 2. Même si je pense que la Fédération française de la loose peut faire un petit article dessus parce que d'habitude, c'est celui qui fait 2 arrêts qui gagne. Et là, comme par hasard, c'était Grosjean qui était premier, c'est celui qui a fait 3 arrêts qui a gagné. Donc, et puis impossible de faire français. T'as eu quand même la voiture de sécurité et puis comme tu disais Alex, tu tournes la pelouse quand tu sors. Il y en a un qui est sorti, ils ont mis au moins 5 minutes à aller le chercher. Donc voilà la victoire de McLaughlin et au classement, c'est Romain Grosjean qui remonte un petit peu, qui remonte 5e. McLaughlin qui avec sa victoire remonte 4e, mais toujours Marcus Ericsson, un ancien de la F1 qui domine toujours le classement du championnat d'IndyCar. Donc, et en termes de manufacture, parce qu'on parle pas, il n'y a pas de classement par équipe, mais c'est plus des classements de manufactureurs, donc tous les fabricants de moteurs. Et c'est Honda là qui a repris les devants comparé à Chevrolet. Donc, affaire à suivre. Surtout en américain. C'est... Ouais. ça fait un petit choc, je pense. Ils sont passés de la Formule 1, du stop de la collaboration avec Red Bull, et ils se sont dit, bon, allez, on va se mettre en IndyCar. Et là, pour l'instant, ils sont devant. Par contre, je pense qu'il y en a un qui pourra retourner IndyCar à la place de Magnussen, alors F1 à la place de Magnussen bientôt. Ouais, ah oui, ça chauffe. Après, c'est quand même une belle catégorie, l'IndyCar. Donc, ouais. Après, je crois que c'est pas la catégorie la plus regardée. Je crois que la NASCAR est plus regardée que l'IndyCar. Ouais, il y a plus de difficultés comme l'IndyCar est moins en essor que. C'est vrai. Alors j'avais des chiffres, ça se comptait en centaines de 200 ou 300 000 personnes qui regardent l'IndyCar chaque week-end, alors que la NASCAR, ça se compte en millions. Ouais, le différentiel est énorme, quoi. Exactement, ouais. Bon, en tout cas, nous, on aime bien.
Donc, c'est le principal. Exactement, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, bientôt, il y a les 500 miles. C'est vrai. La fin C'est du vrai mois, qu'il- je crois. Et 500 miles. Ça promet. Ouais. Bref, on suivra tout ça et puis on vous tiendra au courant. Maintenant, c'est ta partie. Le WEC. Qu'est-ce qui s'est passé Le WEC, on commence à approcher les 24 heures du mois, quoi, où les singers seront. Mais c'est la dernière épreuve avant les 24 heures. Donc on a une Ferrari. Enfin, pour moi, la Ferrari était en pole. Alors, je suis désolé pour Toyota, mais clairement, la Ferrari était en pole. Certes, il mange un peu, mais c'est pas ce qui lui fait gagner de temps. On va passer par l'herbe, c'est pas ce qui lui fait gagner plus de temps. Mais c'est vrai que je trouve que c'est assez injuste qu'on lui enlève sa petite pole. Mais en dehors de ça, on a vu un Grand Prix à rebondissement. C'est vrai que si on va au Mans, il pleut, certes, on aura froid et puis ce sera pas très agréable. Mais pour le spectacle, on va avoir plus de spectacle que s'il fait beau. Parce que au vu de ce qu'on a vu hier et sur le week-end globalement, les Toyota sont largement devant. Donc voilà, Toyota numéro 8 qui part 15e, qui finit 2e. La Toyota numéro 7 qui, elle, s'est amusée pendant toute la course. En dehors du départ où la Ferrari est à low contact, sinon c'est vrai que derrière, je sais plus c'est laquelle, je crois que c'est la numéro 7 qui ravitaille et qui sur un tour dépasse le 4e, le 3e, le 2e et arrive quasiment à hauteur du premier pour dépasser le premier au tour suivant. Donc c'est vrai qu'il y aura pas de concurrence, sachant que la BOP normalement. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la BOP, c'est la balance de performance. Donc qui régit le poids, également tout ce qui est puissance allouée avec le moteur électrique parce que c'est des moteurs hybrides. Et donc actuellement on est sur elle est fixée, en tout cas elle a été fixée pour Spa et les 24 heures du Mans. Donc normalement il n'y aura pas de changement de ce côté-là, donc on sera des voitures avec ces performances-là aux 24 heures. Et donc on a pu voir que Toyota a surdominé. Peugeot, c'est un vrai sketch. Je pense que là de ce côté-là, Peugeot Alpine même combat. Après, française. rappelons un peu ce que, on va dire, ce qui a été fait par Peugeot. Pour nos éditeurs, c'est que Peugeot a complètement revu un peu sa stratégie par rapport à l'aéro de sa voiture. Donc, si tu veux mais justement, là, c'est Spa, t'as pas d'appui. C'est le circuit pour avec Le Mans, c'est 2 circuits et Monza. C'est 3 circuits où t'es censé dominer. Et là, on te retrouve au fin fond où t'as des P2 qui te dépassent, qui se battent avec toi. Voilà, quoi, c'est compliqué. Encore, les Van Haute, je comprends. Avec notre cher, comment il s'appelle ? Si vous avez vu, messieurs, là-dessus, on voit les résultats de Peugeot ont influé le coût de la Peugeot Lego qui a eu une réduction directe de 50 €, je sais plus quoi, suite au week-end, alors qu'elle était même pas encore sortie, ce qui était complètement fou. Ça, c'est fou. Comme quand Alonso est arrivé chez Aston, il arrive P3. Bon, allez, l'action elle prend 30% en bourse, c'est parti quoi. Là, c'est l'inverse pour Peugeot, quoi. Ouais, ça c'est fou. Et puis, du coup, rappelons aussi en parallèle qu'il y a, dans tout ce qu'on vous présente dans le fameux WEC, il y a Hypercar. Donc ça, c'est on va dire les voitures ultimes. Il y a la LMP2. Donc ça, c'est les voitures juste avant, on va dire, dans la question de catégorie. Et après, il y a tout ce qui est LMGTE avec les GT. Et amateurs, ouais. Et d'ailleurs, je pense que ce sont vraiment les plus belles tailles, on les voit généralement en GT, en GTE Pro et AM, où là ça se bat jusqu'au dernier tour pour la victoire. Clairement, ça se bat toujours pour en tout cas pour le podium ou le 3-4 première place jusqu'au dernier tour. Il y a pas de différence. Il y a une différence qui est notable, mais pas autant qu'en proto, où forcément les GTE, c'est forcément des voitures de série. Donc des Ferrari, des Porsche, que l'on retrouve assez quotidiennement dans toutes les compétitions. Donc le niveau est assez équivalent, ou contrairement au proto où c'est plutôt des F1. Alors clairement c'est F1 Endurance, on peut dire que c'est des F1 Endurance qui sont développés par team et où tu sais pas où t'en es, comment F1 quoi, jusqu'au début de la saison. Ouais. Mais sinon, pour résumer, Toyota premier, les 2 Toyota toujours au top, Ferrari qui suit derrière pour un second podium de suite. Et puis après, il y a le reste, quoi. Il y a Cadillac, je pense, qui sera juste derrière, et Porsche Cadillac. Et après, le reste, ce sera le néant, quoi. Glickenhaus, ça va être compliqué pour eux, en sachant que normalement, ils sont censés faire le programme
américain, mais le problème c'est que l'IMSA ne leur accorde pas de roulage parce qu'ils vendent pas des voitures. Parce que pour faire partie de l'IMSA, tu es obligé de vendre un certain nombre de voitures. Dans la saison avec Glickenhaus, c'est juste un sponsor, un team privé. Ouais. Un peu comme Williams à l'époque. Et donc c'est vrai que c'est compliqué pour financièrement. D'ailleurs, je crois que il y a certaines épreuves où on n'engage qu'une seule voiture au lieu de deux. Et je pense qu'il disait qu'à la fin de l'année ou l'année prochaine, ça continue comme ça, il ne pouvait plus s'engager, que ce soit en WEC ou en IMSA. Ouais, ce qui est normal pour des écuries privées, on va dire, de pouvoir suivre, c'était compliqué. Et du coup, au classement général, Toyota premier 90 points, Ferrari deuxième 57 points, Porsche qui suit avec 42 points, et après Cadillac et Peugeot cinquième en hypercar, et après en LMP2. Équipe, donc unité des sports, WRT, qui a fait quand même des gros 6 heures de spa, comme on a vu. Et Prema Racing. Donc Prema, on vous en parle à travers tous nos épisodes. On vous parle de Prema parce qu'ils sont vraiment partout. Et c'est une écurie, c'est même une team assez globale à suivre. D'ailleurs, alors là, le classement est fait ainsi, mais au Mans, les points sont doublés. Et là, tu fais la transition parfaite. Parce que, qu'est-ce qui arrive ? Là, on a passé les premières épreuves. Et là, 10 et 11 juin, le 24 heures du Mans, où nous serons, messieurs. Et après, les 6 heures de Spa. De Monza, pardon. Les 6 heures de Monza, qui est quand même aussi une épreuve mythique. Mais les 24 heures du Mans, alors là, ça va être terrible. Hein. Ça va être extraordinaire. Voilà pour tout ce qui concerne le WEC. Et on finit par MotoGP. Je pense que la transition est toute trouvée. Exactement, transition toute trouvée. La semaine prochaine, dans 2 semaines, on se retrouve. La semaine prochaine, c'est MotoGP de France au Mans. Donc, pareil, tu peux continuer sur MotoGP. Et voilà. Et la transition, elle est toute trouvée parce que le MotoGP, on vous en parle aussi à travers tous nos épisodes. C'est quand même une des compétitions les plus accrochées et les plus disputées. Il s'est passé des trucs de fou en Espagne pendant ce Grand Prix. Où du coup on a vu la victoire de Francesco Bagnaia en course principale et la fameuse chute de Fabio Quartararo. Et t'en parlais, Alex, toi ça t'a marqué le fait qu'il chute, ensuite il y a drapeau rouge, il court dans ses stands, il change, il a mal au pied mais c'est pas grave, il remonte sur la seconde moto. Moi je trouve ça complètement fou. On le voit, parce que moi effectivement j'ai pas regardé toute la course, j'ai regardé qu'une petite partie. On le voit chuter, on le voit ensuite, les caméras, tout le monde l'avait suivi dans les stands, on le voit boiter, etc. On se dit, bon, ok. Et là, on le voit remonter sur la ligne des stands, sur la ligne de départ. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait en fait ? Il est complètement barjot, quoi. Et il a réussi à terminer 10e. Il se prend des pénalités aussi dans la tête parce qu'il n'a pas bien fait son tour. Il arrive 10e à la fin. C'est quand même. Faut être surhumain en fait pour tenir un week-end comme ça, quoi. Ça, Yu peut t'en parler parce que tu suis depuis plus longtemps que moi la MotoGP, mais c'est quand même un truc de fou. C'est vrai que j'ai toujours connu les pilotes, que ce soit Rossi à l'époque ou les Nick Hayden, etc., se blesser et quand même être là. Quand on voit Marquez qui est toujours blessé, qui revient chaque week-end, qui essaye, alors il voit qu'il n'est pas performant donc il vient pas, mais il est fou de ça et il essaye, il fait du cross, motocross la semaine pour s'entraîner, en privé chez lui pour essayer de remonter. Et pour 3/4 des pilotes ont toujours des broches dans les genoux, dans les pieds, etc. Même dans les bras, c'est vrai qu'ils courent quoi qu'il arrive, quoi. C'est vrai que c'est un sport qui est à part. C'est la passion avant tout. Et quitte à se blesser encore, ils y vont, ils montent sur la moto, et ils font le résultat qu'il faut faire. Hier, tu donnes. Alors certes, c'est la Yamaha qui est pas la meilleure voiture du plateau, donc il finit 10e, mais tu donnes une moto qui fonctionne, c'est sûr qu'il aurait pu gagner la course hier. Sur une jambe, après sur une jambe. Il faut savoir que, comme l'expliquait, comment il s'appelait, Depugné sur le canal, en fait, sa jambe qui n'allait pas, c'est sa jambe où il y a le sélecteur. Donc, tu as le sélecteur, tu l'as aussi au guidon. Donc, il n'y avait pas vraiment de mouvement à faire avec sa jambe. Mais c'est vrai que c'est surhumain, sachant qu'il frôle le sol, etc., avec son genou. Incroyable. Donc, voilà. Donc, si vous ne connaissez pas le MotoGP, on vous recommande parce que. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est en live sur C8. Et en clair sur C8 et Canal Plus pour Grand Prix de France. Exactement, c'est vrai que Grand Prix de France en clair, ça fait plaisir. Et puis on espère que
Il y aura Johan Sarko qui va faire une belle course avec Quartararo pour le Grand Prix de France. Mais on sait que là, la domination des motos européennes avec Ducati, KTM et Aprilia est quand même assez forte. Après, Zarco, il y a une Ducati, c'est vrai que c'est une Ducati privée, donc pas écurie satellite, mais il y a moyen de faire quelque chose, c'est vrai qu'on le voit. Le problème de Zarco, c'est plutôt qu'il part plutôt en fond de grille, au milieu de grille, donc 7ème, 8ème, donc il peut remonter, mais il a encore du mal. Après, les pneus s'usent, et il prend plutôt des pneus généralement à l'avant, plutôt médium, et tendre à l'arrière pour être assez rapide, pour monter rapidement, et puis après, ça s'effondre. Là où ceux qui sont devant peuvent prendre des pneus médium ou durs à l'avant ou à l'arrière pour s'adapter et gérer toute la course. Ok. Bon, on va affaire à suivre au Mans. Voilà, on va refermer cette page Actu Sport Mécanique pour replonger dans beaucoup plus l'univers Formula, comme on l'appelle, avec la Formule 1, la Formule 2 et les petites nouvelles, on va dire. La F1 Academy. La F1 Academy, c'est quoi c'est, on va dire, la compétition digne successeuse des W Series dont on vous parlait dans la saison 1. Même si c'est très très compliqué de suivre la F1 Academy. On aura l'occasion d'en reparler. Mais il s'est passé du coup le premier Grand Prix de la F1 Academy ce week-end, qui était au Red Bull Ring, donc en Autriche. Et la spécificité un peu de la F1 Academy comparée au W Series, c'est que du coup on a 3 courses. Donc il y a vraiment 3 courses bien distinctes, avec des séances de qualification à chaque fois et une période d'essai. Et sur les 3 courses, Marta Garcia en a gagné 2. Donc, est-ce que ça va être la digne successeuse de Jamie Chadwick, qui avait surdominé toute la W Series pendant plusieurs 2-3 saisons, je crois, je sais plus combien il y avait eu de W Series. Ouais. 2,5, on s'est arrêté. Ouais, c'est vrai que ça s'est arrêté en cours de saison. Il y avait eu des belles batailles. On peut pas trop vous dire tout ce qui s'est passé parce que c'était un peu compliqué, comme on vous le dit, de suivre. Est-ce que vous pensez que ça mérite beaucoup plus de médiatisation? Et surtout, comme on le disait je crois que c'était dans l'épisode 1, c'était un peu difficile de suivre parce que c'est aussi en même temps que la Formule 1. Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça? Est-ce que vous avez vu des images ou quoi qu'est-ce sur la F1 Academy? Alors, moi, j'ai pas des images. Je crois que j'ai vu sur Instagram 30 secondes d'images où ça se battait pour la première place sur la deuxième course, celle d'avant-hier. Mais sinon, introuvable. On va sur le site de F1 Academy, section vidéo. Il n'y a rien c'est introuvable. On va sur YouTube de la F1. Il y a une vidéo de promotion qui date de vendredi. Donc, et sinon, il y a les news, quoi, mais on n'a pas de vidéo, on ne sait pas comment ça s'est battu. Normalement, j'ai lu vendredi, il était censé y avoir la course, donc les résumés, en format, tous les lundis, après les courses, mais là, il n'y a rien du tout. Ils ont encore jusqu'à minuit. Un problème. Oui, il reste encore 2h15. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué à suivre. On n'a pas vraiment d'informations sur les pilotes, sauf si on connaît un minimum le circuit, enfin les pilotes d'où ils viennent. Et sinon, quoi dire d'autre, c'est un zéro pointé, quoi. C'est des week-ends où il n'y a pas de course support, donc il n'y a pas de public non plus quasiment parce que personne ne connaît. Les courses, comme tu dis, c'est sur les week-ends de F1, mais pire que ça, c'est sur les horaires des courses de F1. Oui. Donc, qui va regarder la course à la F1 Academy en même temps que le Grand Prix de F1? Alors certes, on s'est nuit hier, on a pu regarder, mais franchement, qui va regarder une course de support en même temps que la F1, c'est compliqué. Ouais, comme tu le disais aussi, avant la W Series jouissait en fait d'avoir le week-end de la Formule 1 pour être intégré dedans, et du coup tu avais le public de la F1 qui allait regarder la W Series. J'ai eu la chance de ne pas voir le Grand Prix de Belgique, mais j'ai vu les W Series, tu vois, quand il avait été malheureusement annulé. Donc franchement, ouais, c'est dommage. Mais du coup, pour faire le point, on va dire plus actu, du coup, Marty Garcia du coup, va dominer pour l'instant le tableau avec 58 points. Et en niveau team, c'est des teams par contre qu'on connaît. On vous parlait de Prema. Boum, qui est là? Prema Racing.
Et où il y a aussi Art Grand Prix, dont on vous parle souvent en Formule 2 et en Formule 3. En Formule 2, pardon. Et qu'ils sont. Ouais. Ouais, Ok. 3 aussi, non. Ils sont encore. Ok. Ouais. Très bien. Et ben, si vous voulez suivre la F1 Academy, rendez-vous le week-end prochain. Comme par hasard, il y a aussi le Grand Prix de Miami. Et là, c'est à Valence. Donc, Moi, l'avantage, c'est qu'aux heures du Grand Prix de Miami, ils ne pourront pas faire une course à Valence. Donc, on pourra suivre. c'est vrai. Je crois qu'il y a un live timing pendant la course. Des gens qui tweetent pour les spécialistes. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, j'écoutais Percy F1. Il disait que, en fait, les problèmes de la diffusion, c'est que c'est pas la F1 qui a les droits, mais la Sky. Et donc, Ah. Là, c'est un autre c'est problème. compliqué. Exactement, c'est un problème. C'est un diffuseur. Ils ont été annoncés ils ont négocié au tout dernier moment. Et forcément, vu que ça tombe en même temps que la F1, il faut trouver un moyen de diffuser Ouais. voilà, la F1. On se doute que dans le contrat, il y a quelque chose qui vaut plus que l'autre, quoi. C'était ça, ouais. Et donc, il faut attendre 1 ou 2 saisons avant que ce soit diffusé Ok. à la télé. Bah, si jamais Canal nous écoute, on espère qu'ils reprendront la diffusion peut-être au côté France. Comme ça, Exactement, ouais. pour avoir au moins quelque chose. N'hésitez pas à suivre le live timing. Ça fait un petit truc à l'ancienne. Mettez Twitter, mais c'est vrai que sinon, c'est compliqué. Ok. Bah, merci Yo pour ces précisions.